Rétablir des communications lors de catastrophes peut représenter tout un casse-tête, mais pour des radioamateurs de Saguenay, c'est un jeu d'enfant. Toute la fin de semaine, ils participent à une compétition qui se tient à travers le monde. Ils doivent établir le plus de contacts possible avec d'autres stations radio en 24 heures. Mélissa Savoie-Soulière. 14 heures au parc Rivière-du-Moulin. Une équipe du sud de l'Ontario entre en contact avec celle de Saguenay. Quelques échanges en code morse plus tard, une première communication est établie. 3 fois CQ, la lettre C et Q. En voulant dire un appel général. Fait que nous, on répond au CQ. On a un indicatif d'appel, comme ici, c'est VE2 CRS. Et puis, on a un code pour dire qu'on est une station opérante au Québec. On s'échange cette information-là, nous et eux, surtout les Américains qu'on contacte. Tantôt, j'ai fait un Ontarien. Victor Echo 2, Charlie Romeo Sierra. 40 000 passionnés participent à cette compétition organisée par la Ligue américaine de radio amateurs. Ici, 5 mordus vont se relayer pendant les 24 heures que dure la compétition. On a principalement 3 façons de communiquer. Il y a par la voix, comme la radio, donc on parle, on dit, on connaît un peu le CB, tout ça. Là. Il y a le morse qu'on entend en arrière-plan. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça aussi, il y a des codes. Okay? Puis, il y a le digital, qui est des modes faits par ordinateur qu'on communique un peu comme, je dirais, les chats, là, Messenger, ces trucs-là, mais par onde radio. Si ce n'est qu'un jeu, aujourd'hui, cette méthode de communication peut servir en cas d'urgence. La compétition permet aux amateurs de se pratiquer à établir des contacts rapidement et efficacement. C'est un hobby, puis en même temps, c'est un hobby qui peut rendre service beaucoup. En cas d'urgence, en cas de désastre, sinistre, je l'ai expérimenté. Moi, j'ai passé 4 jours au poste de police de Port-Alfred quand on a eu le déluge. Puis il y avait vraiment besoin de communication, de radiocommunication, parce qu'il était même pas de se parler d'une police à l'autre dehors. Les passionnés ont jusqu'à dimanche 14 heures pour essayer d'établir le plus de contacts possible. L'an dernier, ils avaient réussi à joindre 600 radioamateurs, un nombre qu'ils espèrent dépasser cette année. Ici Mélissa Savoie-Soulière, Radio-Canada, Saguenay. Victor Echo 2, Charlie Radio Sugar. Roger, you're 1 Alpha Quebec Charlie, 1 Alpha Quebec Charlie. QSL? QSL 1 Alpha Quebec Charlie, thank you. Code 2 CT. Rassemblés ce week-end à Chicoutimi, ils se sont donnés comme défi d'installer et d'opérer pendant 24 heures consécutives une station de communication longue distance. Les opérations ont débuté à 14 heures samedi pour se terminer hier à la même heure. Aujourd'hui, côté météo, on prévoit du soleil ce matin et risque d'orage cet après-midi. À plus tard. Les membres du club radioamateur du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont réunis en fin de semaine pour participer au Field Day de l'American Radio Relay League. Le but de l'exercice est de faire le plus de contacts possible. Donc, il y avait des membres de clubs de radioamateurs d'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de d'autres régions, mais de partout à travers l'Amérique du Nord qui ont participé à l'événement. Donc, c'est de faire le plus de contacts possible. Mais comment? Pourquoi? Nous en parlons avec Jean-Pierre Couture, qui est membre du conseil d'administration du club et porte-parole de l'activité. Bonjour, M. Couture. Oui, bon matin, M. Côté. Donc, c'est vraiment un événement qui se déroule à la grandeur de l'Amérique du Nord. Même, je pense qu'il y a des gens de partout à travers la planète qui y participaient. Oui, effectivement, le Field Day de l'ARRL, donc ARRL, c'est l'acronyme pour American Radio Relay League. Donc, c'est organisé par le Club national radioamateur des États-Unis. Alors, effectivement, c'est un événement qui a lieu depuis très longtemps, qui consiste à installer des stations de communication
courtes et longues distances dans des lieux publics, alors et a opéré ces stations-là pendant 24 heures consécutives pour faire le plus de contacts possible avec d'autres stations qui participent. Ça couvre tout le continent. Il y a un peu de stations de l'extérieur du continent qui participent également, là, mais c'est beaucoup américains et canadiens en tant que tel. Là. Et aussi, l'objectif, c'est d'en faire le plus possible et peut-être aussi de se rendre ou de rendre notre message avec la plus grande distance possible. Effectivement, voyez-vous, ce week-end, encore une fois, on a contacté la station la plus loin qu'on a contactée, c'était Hawaï. On a contacté l'Alaska aussi, c'est quand même pas mal. Hawaï, c'est 8300 km environ. On a fait 377 contacts finalement en tout, principalement en morse, parce que le morse, c'est sûr que c'est le mode le plus efficace par rapport à la propagation, aussi en phonie, puis aussi en mode numérique. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant. Au niveau de notre club local, le club radioamateur Saguenay-Lac-Saint-Jean participait à l'événement annuellement dans les années 60 et 70, puis ça s'était arrêté à l'époque. Alors, il y a 3 ans, on a décidé de relancer l'événement pour montrer au public qu'on est toujours là, contrairement au mythe qui veut que le radioamateur est moins active, on est toujours présent. Alors, c'est ça. En même temps, c'est un bon entraînement pour nous pour le volet service à la communauté, parce que la radio amateur, comme vous le savez sûrement, on est toujours prêt à aider les autorités au cas de sinistre. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le déluge de soir de 96, dont tout le monde se souvient. Alors, où est-ce qu'on a assisté la sécurité civile pour les communications locales? Parce que dites-nous, M. Couture, on a l'impression qu'avec la téléphonie mobile moderne, téléphone satellite, que la radio amateur, c'est dépassé. Mais est-ce que, à moins que je me trompe, la radio amateur a un niveau de fiabilité qui est difficile à surpasser en matière de catastrophe ou encore en matière de communication? Oui, c'est exact, parce que souvent, en fait, c'est une technologie qui est très éprouvée et les modes de communication qu'on emploie, qui partent du morse, qui est l'un des plus anciens, en passant par la phonie, et maintenant par des modes numériques sont extrêmement efficaces. Mais non seulement ça, nos systèmes à nous, en particulier pour les longues distances, ne nécessitent aucune installation du type d'antenne locale, comme par exemple des antennes satellites ou des choses comme ça, ou des liens Internet. Nous, on n'a pas besoin de ça. Quand je contacte Hawaï, je le fais exclusivement par les ondes radio, parce que nos signaux sont réfractés par la couche ionosphérique. Ça nous permet de communiquer très loin. Et aussi, je pense que la pertinence est importante de maintenir tout ça en place, parce que le système cellulaire, c'est très efficace, mais advenant une catastrophe naturelle majeure, on ne sait pas encore. Je veux dire, si tout le monde qui possède un téléphone cellulaire à Saguenay tente d'appeler en même temps leurs proches, je ne sais pas ce qui se passerait. Nous, on est toujours en mesure de faire des communications, peu importe la catastrophe qui pourrait se produire, à un tel point qu'en fin de semaine, on n'était même pas alimenté par l'électricité conventionnelle, on était sur génératrice à essence. Alors, c'est le but de l'exercice, c'est de simuler des conditions d'opération très difficiles qui sont semblables à une catastrophe naturelle pour s'entraîner à le faire. Et je pense que c'est un vif succès en fin de semaine. Vous êtes un jeune homme, Jean-Pierre Couture, jeune homme près de la cinquantaine. Est-ce qu'il y a de la relève? Est-ce qu'il y en a des 16, des 17 ans qui s'intéressent à ça puis qui veulent continuer à faire croître ou à maintenir ce mode de communication qui est un filet de sécurité d'une certaine façon? Ah, tout à fait. Il y a une relève. Il y a une relève. Encore l'hiver dernier, notre club, le Club radioamateur Saguenay-Lac-Saint-Jean, le VE2-CRS, on offre chaque année des cours pour devenir radioamateur. L'information est disponible sur notre site web, qui est ve2crs.org. L'année dernière, on avait quand même, je crois, 15 à 20 élèves dans notre classe. Alors, je pense que la plupart ont réussi les examens, parce qu'il faut réussir l'examen quand même pour détenir la licence, mais c'est plus facile que ça l'était dans les années 70, on va dire. Il y a une relève, mais on n'en a jamais assez. Comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Alors, donc c'est ça, les gens sont invités, là. Et nul besoin d'être un expert en électronique. Moi, je veux dire, toute personne peut devenir radioamateur en étant le moindrement sérieux, là, ça peut se faire. Et les équipements, est-ce que ça prend beaucoup de matériel? Est-ce que c'est dispendieux comme loisir? On peut avoir tout simplement un tout petit radio portatif qui va vous coûter peut-être 80 $, qui va vous permettre de communiquer sur
sur une base locale, hein, sur notre réseau de répéteurs. Nous, on a un réseau qui couvre toute la région. Alors, évidemment, on doit l'entretenir. C'est pourquoi on a un club avec un petit... Ça coûte 25 $ par année être membre du club. C'est pas énorme. Ça sert à réparer les éléments du réseau qui pourraient faire défaut. On peut aussi se doter d'une station longue distance. Alors, une station qui va vous permettre de contacter le monde entier pour, on va dire 800 à 900 $, ça peut se faire. Est-ce que vous réussissez à intéresser des femmes, des filles? Oui, on a des radios amateurs de sexe féminin, bien sûr. On n'en a pas assez, mais, mais on en a. Puis, ça les intéresse aussi. C'est sûr, à un moindre niveau quand même, là. Et on en a quelques-uns. Et lorsqu'on a une voix féminine sur les ondes HF, c'est-à-dire les ondes qui communiquent loin, là, c'est toujours très, très, comment dire, ça attire beaucoup d'appels. Ah, c'est agréable à l'oreille. Oui. Et puis, est-ce que c'est aussi un bon moyen de pratiquer l'apprentissage des langues? Absolument. Vous amenez un très bon point, M. Côté, c'est que c'est sûr que lorsqu'on écoute les bandes HF, la bande de 20 mètres, par exemple, c'est sûr que la vaste majorité des contacts se font en anglais. Il y a quand même certaines fréquences où il y a des rendez-vous francophones. Alors, sur la bande de 20 mètres, il y a une fréquence particulière où l'après-midi, il y a toujours des Français. Ça peut être des Français, ça peut être des Québécois, ça peut être des gens des Antilles françaises. Alors, on peut communiquer avec eux, savoir comment ils vont. Et en ce qui concerne les communications en morse, c'est qu'on a des codes internationaux, alors qui nous permettent de communiquer très, très rapidement. C'est des codes de 3 lettres qu'on appelle le code Q. Peut-être que les gens savent ce que ça veut dire QSL. QSL veut dire bien reçu, par exemple, c'est un exemple. Alors, avec ces codes-là, on peut communiquer avec des Japonais sans aucun problème. Jean-Pierre Girard, Jean-Pierre Couture, je suis certain que vous avez suscité l'intérêt peut-être de nouveaux membres pour s'intéresser à la radio amateur. Merci beaucoup. Je le souhaite. Merci beaucoup, M. Côté. Merci à vous. Jean-Pierre Couture, membre et directeur du club VE2CRS. On peut dire aussi le club de radio amateur Saguenay-Lac-Saint-Jean qui participait hier à cette journée de l'American Radio Relay League. Et justement, c'est comme ça que le message passe sur les ondes.